Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et réflexions autour de l'innovation. Je commencerai par le cloud. Quelle est sa vision? Quelle vision porte-t-il des systèmes d'information? Et quels sont les développements en cours? Ce sera dans quelques instants l'interview d'Yves Grandmontagne. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis, le cœur de cette émission sera consacré au progrès de la génétique. Ces technologies, ces défis, j'aurai notamment en ligne un des grands généticiens français. Enfin, nous conclurons cette édition comme tous les mercredis avec le rendez-vous Game Business. Et cette question, c'est quoi une bonne pub dans les jeux? Mais d'abord, bonjour Yves Grandmontagne, merci d'être avec nous. Vous êtes l'éditeur de Data Center Magazine et vous êtes un journaliste chevronné dans la presse informatique, technologique. Pas jusque-là, mais merci. Alors, chers confrères, si je vous ai invité, c'est parce que vous allez être un des animateurs d'un événement qui démarre aujourd'hui même, qui s'appelle Cloud Data Center et All for Data. Donc vous en connaissez long sur la question, j'aimerais que vous fassiez un peu d'éducation avec nous sur le sujet du cloud. Est-ce que déjà c'est la nouvelle norme pour l'hébergement des données? Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux du cloud, c'est assez simple en fait. Toutes les entreprises sont concernées. On va revenir un petit peu sur la démarche qui consiste à dire qu'est-ce que le cloud? En fin de compte, traditionnellement, on est sur des infrastructures qui sont physiques et puis est arrivé il y a 20 ans l'Internet qui a permis de s'ouvrir vers le monde et de communiquer très simplement au travers des lignes téléphoniques, etc. Et à ce moment-là est né le cloud qui consiste à dire j'ai mon infrastructure ailleurs, dans le nuage pour l'utilisateur, mais en réalité sur des data centers qui sont dispersés dans le monde entier et auxquels on se connecte pour faire tourner ces applications. Alors on est sur du cloud public, on va par exemple, si vous avez votre messagerie, la bureautique Office 365 par exemple, ça tourne sur des serveurs de Microsoft qui sont à l'extérieur de l'entreprise et auxquels on accède via son téléphone, via son réseau dans l'entreprise. Bon, très donc ça c'est le principe du cloud. On a accès du coup à nos données de n'importe où, n'importe quel appareil. En revanche, il y a quand même certaines entreprises qui étaient encore réticentes à utiliser cloud parce que ça sortait les datas de chez eux. Tout à fait. Alors, on a de deux chez choses. elles, d'ailleurs. Il y a une première tendance là-dessus qui est à aller de plus en plus vers des applications qui sont externes, parce que c'est beaucoup plus facile, et puis ça échappe un petit peu à la DSI, à la direction informatique. Donc, les métiers peuvent accéder à des applications très simplement. Et puis, la deuxième tendance, c'est tout simplement à migrer tout cela, toutes les applications de l'entreprise vers le cloud. Pourquoi? Parce que, en fait, la DSI se décharge de toute la partie infrastructure. Elle n'a plus qu'à se préoccuper des applications et des services qui sont gérés par des grands acteurs du cloud qui s'appellent Microsoft. Et alors on en est où là de cette bascule vers le cloud dans les entreprises en France? Globalement, en France, bon, on a toujours un petit peu de retard. On a l'habitude au niveau informatique. Moi, j'estime qu'à peu près actuellement 40% des entreprises ont basculé dans le cloud pour une partie de leurs applications. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas aussi simple. C'est qu'on a intérêt à maintenir un certain nombre de choses chez soi, par exemple son ERP parce qu'il y a les données des clients. ERP. Alors, ce sont les outils de gestion de l'entreprise, ou les outils, ce qu'on appelle le CRM, qui sont les outils de gestion de la partie vente. Et là, on a tout intérêt à les conserver parce que ce sont des données qui sont prioritaires et on les conserve chez soi. Et puis, tout ce qui peut être externalisé, on le fait dans le cloud. Et donc, la nouvelle approche aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride, qui consiste à dire, selon les applications, j'ai des choses chez moi, où je me connecte dans le cloud parce que ça coûte moins cher, c'est plus facile, c'est plus accessible. Et alors les propriétaires des data centers qui sont nécessaires au fonctionnement de ce cloud, ce sont qui? Est-ce que ce sont ceux qu'on connaît, c'est-à-dire les Amazon Web Services, les Google, ou aussi des petites propriétés privées? Oui, rappelons d'abord que derrière toute application et derrière toute donnée, il y a forcément un data center parce qu'il faut les mettre quelque part. Alors à partir de là, la plupart des data centers sont des data centers privés. Je m'appelle Société Générale, EDF ou autre, j'ai besoin de mon propre data center. Donc, et puis quand je m'appelle EDF et que je traite du nucléaire, je ne vais pas le mettre dans le cloud, parce que là, il ne faut pas que ce soit accessible à tous. Donc on a des data centers privés qui permettent de créer des clouds privés. C'est-à-dire le mode d'accès, c'est celui d'Internet, donc ça reste. Mais les données sont sur des data centers privés. À côté de ça, se développent les data centers publics. Et là,
je vais en citer 5 parce que c'est important. Il s'appelle Amazon, c'est le premier, AWS, Microsoft avec Azure. On a Google Cloud qui est un des gros acteurs. Et puis il y en a 2 qu'il faut citer, qui s'appellent Alibaba Cloud et Tencent Cloud. C'est-à-dire les Chinois arrivent aussi. Et quand on s'aperçoit que Alibaba a signé avec les Jeux Olympiques à Paris, c'est le signe que le cloud chinois aussi émerge très largement. Il y a différentes infrastructures cloud aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas différentes infrastructures cloud. En fait, le principe, c'est que le cloud, derrière, c'est une infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est des serveurs, du stockage, des réseaux. À partir de là, les technologies sont relativement standardisées. Bon, bien sûr, il y a plein de choses qui existent, mais c'est relativement standardisé. Après, c'est une question de service. Comment on fait son choix, alors, justement ? Le prix. Oui. Moi, je suis une entreprise, je vais aller au moins cher. C'est la tendance. De toute façon, la tendance, quoi qu'il arrive, et en plus en post-Covid, c'est toujours réduire les coûts. Donc, c'est ça. Oui, mais après, du coup, ça pose quand même une question de qualité de service, qualité d'accès, qualité de sécurité aussi. En fait, un des principes du cloud, c'est que les fournisseurs de cloud sont au top de la sécurité. C'est-à-dire qu'eux ont les moyens d'aller beaucoup plus loin que les entreprises. Donc, en théorie, mais on sait pertinemment qu'aujourd'hui, rien n'est sécurisé. Mais bon, on sera attaqué à un moment donné. Mais en théorie, les acteurs du cloud sont plus sécurisés que les entreprises parce qu'elles ont plus de moyens. Donc, ce n'est pas forcément une question de sécurité. La question, ça sera plutôt la question de la souveraineté. Alors, j'allais y venir, parce qu'en fait, dans votre liste, il manquait un nom français. Alors, il y a des acteurs français, mais qui sont... On peut citer OVH, par exemple. Vous évoquiez les gros acteurs. Les gros acteurs, on vient de les citer. Oui. Et puis, il y a des acteurs locaux ou régionaux. On a OVH, on a Scalway de Free, on a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt régionaux. Mais est-ce que la donne va changer du fait de cette souveraineté qui devient un enjeu majeur pour les États ? Alors ça dépend de l'entreprise et de ses objectifs. Bon, il y a plein de données qui ne nécessitent pas des mesures de sécurité spécifiques. On peut les mettre dans le cloud public, c'est pas un problème. Le vrai problème ici, quand on travaille avec les Chinois ou les Américains, c'est qui a un visu sur la donnée. On a le Cloud Act américain, on a l'administration chinoise, on le sait, qui de toute façon a un contrôle sur tout ce qui se passe. Donc si vous ne voulez pas que vos données soient éventuellement visibles via des procédures à ces gens-là, vous allez traiter avec du cloud soit privé, soit du cloud souverain, c'est-à-dire des acteurs français qui vous garantiront que vos données resteront dans ça le peut des data changer centers les équilibres commerciaux peut-être. Ça peut modifier un certain nombre d'équilibres. Ça entraîne une chose toute simple, c'est que Amazon va installer des data centers en Europe, que Alibaba installe aussi des data centers en Europe, de manière à respecter cette régionalité, je dirais, des données au sein de l'Europe. Est-ce qu'il y a des entreprises qui basculeront jamais dans le cloud ? Alors, dire jamais, c'est pas possible, je dirais à un moment donné, mais il y a des entreprises qui n'ont pas intérêt. On a évoqué EDF avec le nucléaire. Le nucléaire, on n'a pas intérêt à ce que ce soit rendu public. Il y a tout ce qui est militaire, par exemple. Puis une partie de la sécurité où on ne peut pas faire basculer dans le cloud. Ça semble être relativement évident. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des entreprises ou des organisations ou des administrations qui vont créer leur propre cloud dans le propre data center de manière à offrir l'accès simplifié via le smartphone, via Internet, protégés, mais qui par contre n'iront pas dans le cloud public. Merci beaucoup Yves Grandmontagne, éditeur de Data Center Magazine. On a bien compris que le cloud, c'était quelque chose qui allait s'imposer. On est à 40% des entreprises, on sera donc bientôt à 100% et ça sans doute. progresse très, très régulièrement. On enchaîne avec les actus de Victor Sicora. Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention aujourd'hui ? Alors on va commencer avec une menace, Delphine. Imaginez l'Europe privée de Facebook et d'Instagram. Ça vous paraît dingue et pourtant ça pourrait arriver bientôt. La CNIL irlandaise tente en effet de faire plier Facebook en l'obligeant à transférer les données des citoyens européens en Europe. C'est en quelque sorte la suite du feuilleton sur le Privacy Shield. Mais pourquoi cette nouvelle exigence ? Eh bien parce que la CNIL irlandaise considère que les programmes de surveillance des agences de renseignement américains menacent les données personnelles des Européens. C'est infaisable dans la pratique. Voilà les mots d'Yvonne Cunane, la responsable de la vie privée chez Facebook en Irlande. Je vous laisse imaginer le tollé que ça a fait sur les réseaux sociaux. Certains s'inquiètent pour leurs données, d'autres s'inquiètent surtout de voir leurs applications préférées disparaître. Alors ça, on a du mal à l'imaginer. Je pense qu'il y aura plutôt un nouvel
accord qui va émerger à la suite du Privacy Shield. Vous allez nous parler d'un autre outil qui ravit, lui, les Instagrammeurs. Oui, et on doit ce nouvel outil à Adobe qui creuse dans la direction du machine learning. En utilisant les services de Photoshop et de l'intelligence artificielle, Adobe propose un outil pour remplacer le ciel par n'importe quelle autre image. Plus besoin de fond vert. C'est sur YouTube qu'Adobe a présenté sa nouvelle fonctionnalité. Mais alors, quel rôle joue le machine learning? Il permet d'identifier à la fois le premier et l'arrière-plan, et ainsi de créer une découpe parfaite. Petit bonus, quand vous ajoutez un fond, les couleurs du premier plan se mettent à jour automatiquement pour permettre une meilleure harmonisation des couleurs. Pour les graphistes, ça pourrait être un gain de temps considérable, mais c'est aussi un moyen très malin d'attirer les créateurs de contenu sur Instagram. À tester, donc. On continue avec une polémique sur Twitter. La polémique, elle a commencé quand UFC Que Choisir a annoncé qu'il allait porter plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée. Et ce que reproche UFC Que Choisir à Nintendo, ce n'est pas rien. Ils affirment que l'entreprise japonaise vend des manettes qui sont créées pour tomber en panne au bout d'1 an seulement. Si les détracteurs de Nintendo se sont insurgés et n'ont pas hésité à demander un remboursement directement sur Twitter, la plupart ont au contraire défendu la firme Nippon. Ils affirment qu'en cas de panne, la manette est réparée gratuitement, notamment pour les Switch, et ça, sans garantie. Une information qui vient fragiliser les accusations du UFC Que Choisir. Alors, problème de conception ou stratégie d'obsolescence programmée, ça reste encore à déterminer. On termine avec le chiffre du jour. Oui, 16 milliards de dollars, c'est le coût du prochain alunisseur de la NASA. Un budget vivement critiqué sur les réseaux. Les internautes ne perçoivent pas tous l'intérêt de se rendre une énième fois sur la Lune. Parce que oui, un nouveau voyage sur la Lune est bien prévu et ça serait pour 2024. Un voyage qui coûterait au total 28 milliards de dollars. Un montant qui doit d'abord être validé par le Congrès. Vous le savez, Congrès dont les membres devront changer le 3 novembre à l'occasion des présidentielles américaines. Quant aux constructeurs, on ignore pour l'instant si le projet sera confié à SpaceX, Blue Origin ou encore Dynetics. Rapidement, Yves Grandmontagne, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention dans votre secteur? Une actu, on va plutôt parler d'une tendance, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le edge computing. C'est-à-dire, en fait, ce sont des data centers de proximité qui peuvent tenir dans une boîte au mur ou dans un container ou autre. Et pourquoi on en parle? Parce que la 5G arrive et que la 5G, c'est beaucoup de traitements derrière, c'est beaucoup de données qui vont circuler. Et pour ça, on a besoin d'un maillage avec des micro-data centers, ce qu'on appelle des micro-data centers edge, qui vont se multiplier, mais on ne les verra pas. Mais par contre, on va se rapprocher de plus en plus, rapprocher le calcul et les fonctionnalités des usagers, et on va baisser le temps de latence. C'est génial. Du coup, d'ailleurs, il faut arrêter de critiquer la 5G. À un moment donné, il va falloir qu'on y passe. Merci Yves Grandmontagne, éditeur de Data Center Magazine, et merci Victoire Sicora pour ces news. C'est l'heure d'en découvrir davantage sur un autre sujet, les progrès de la génétique. Pour parler des innovations et des défis de la recherche génomique, des questions aussi que posent les tests génétiques qui sont en accès libre sur Internet, j'ai convié Nadim Daher, ingénieur biomédical de formation, spécialiste santé Europe chez NVIDIA. Vous coordonnez le soutien de NVIDIA à la communauté de recherche sur les sujets de calcul accéléré, d'intelligence artificielle, notamment pour l'optimisation et l'innovation génomique. Christine Placet, vous êtes directrice générale de Orama, une société française de biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique pour le traitement des maladies génétiques rares, notamment en ophtalmologie. Gérard Haas, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet Haas Avocat et également de Jurisnote, qu'on peut présenter comme un incubateur de questions socio-juridiques d'aujourd'hui et de demain. Et puis, nous avons en ligne un des grands généticiens que compte la France, Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine. Je vais lui donner tout de suite la parole. Bonjour Jean-François Deleuze. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'être connecté avec nous par téléphone. Déjà, on va poser un peu le tableau et le débat avec vous de manière générale au sujet de la recherche génomique et des tests génétiques. D'abord, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Entre la recherche et les tests. C'est ça. Alors déjà, peut-être rapidement, juste pour préciser que la génomique, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en fait, c'est à travers l'étude des gènes, la compréhension du fonctionnement ou du dysfonctionnement d'un organisme. Et dans ce qui nous concerne, effectivement, c'est les mécanismes qui nous permettent d'aller bien, biologiques, et ceux, effectivement, quand ils dysfonctionnent, qui vont en fait nous rendre malades. Donc en fait, on ne regarde pas ça à l'échelle d'un gène, mais à l'échelle de tous les gènes qui constituent le génome humain. Donc on parle de presque 25 000 gènes qu'on est capable d'étudier ensemble.
Et donc, d'abord, il faut être capable de les repérer, de connaître et d'associer un gène à une fonction avant d'être capable de faire un test, de faire un test génétique ou génomique. Et donc, aujourd'hui, on est capable de séquencer le génome d'un individu. Donc, on est capable d'avoir sa séquence brute en quelques jours pour quelques centaines d'euros. On n'est pas capable de comprendre, on ne comprend pas la fonction des 25 000 gènes du génome humain. On comprend la fonction et l'association gène-maladie de plusieurs centaines de gènes, à partir desquels on va être capable de faire de temps en temps des prédictions sur la survenue, par exemple, d'une maladie. Et donc la différence, voilà. Ouais. Non, et justement, la finalité des séquençages que vous réalisez, vous, au sein du CNRGH? Alors, on séquence en fait souvent des grands échantillons de patients, parce qu'il y a des questions statistiques qui se posent pour être capable d'identifier les gènes qui sont responsables lorsqu'ils sont mutés de maladie. Et donc, en fait, nous, notre travail, c'est effectivement d'identifier les causes génétiques des maladies pour être capable demain, éventuellement, d'en faire des diagnostics pour mieux à la fois diagnostiquer les patients et proposer des nouvelles thérapeutiques. Donc, on est vraiment dans la distinction. Si on prend l'exemple des maladies rares, qui sont à peu près 8000 maladies rares ensemble, on ne connaît les gènes que pour maximum la moitié d'entre elles. Donc il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire. Très bien. On va continuer et poursuivre notre conversation avec vous tout à l'heure. Je vais donner la parole aussi aux invités qui sont en plateau. Nadim Daher, pour savoir ce que contient justement un ADN, pour le séquencer, on doit utiliser des machines, en fait, pour passer du biologique à l'analyse des données. Alors, ces machines, il faut qu'elles soient très puissantes aujourd'hui pour réaliser des tests le plus rapidement possible. C'est principalement ça, aujourd'hui, les technologies dont on a besoin en matière de recherche génomique? Alors, ça commence par des nouvelles technologies de séquençage. Bien sûr, les séquenceurs génomiques, aujourd'hui, en sont à leur 3e et 4e génération. Donc, ils ont un débit accéléré par rapport aux générations précédentes et ils sont capables de produire ce qu'on appelle des lectures longues, c'est-à-dire ces brins d'ADN qui sortent et qui doivent être assemblés plus tard pour reconstituer le génome humain sont de plus en plus longs. Et donc ça entraîne un besoin en puissance de calcul en aval pour d'abord reconstituer ce génome à partir des brins séquencés et ensuite pour naturellement les analyser, des analyses secondaires et puis tertiaires à l'échelle des populations. Christine Placet, Orama, donc je disais, est spécialisée dans la thérapie génique pour le traitement des maladies génétiques rares. On revient peut-être avec une définition déjà, la thérapie génique. La thérapie génique, en fait, a pour but d'apporter des solutions thérapeutiques à des maladies qui n'en ont pas. Et effectivement... En intervenant sur les gènes ? En intervenant, en apportant une correction à un défaut identifié sur un gène donné. Donc c'est dans la directe continuité de la définition qui vient d'être donnée sur la génomique. Nous développons des traitements où on utilise ce qu'on appelle des vecteurs viraux qui ont pour but d'apporter une copie saine dans les cellules du patient qui a lui-même un gène muté, un gène qui a un défaut et donc quelque chose qui ne fonctionne pas chez lui. Donc on travaille sur des maladies de la rétine qui sont dégénératives. Et en apportant ce qu'on appelle une safe copy, enfin une copie propre du gène muté, eh bien on va, l'espérons tout du moins, rétablir le fonctionnement de la cellule, c'est-à-dire rétablir le cycle visuel quand on est en ophtalmologie, donc, et également permettre l'entretien de la cellule et éviter qu'elle ne meure, tout simplement. Gérard Hache, j'évoquais les tests génétiques qui étaient disponibles... on ne va pas dire en vente libre, mais enfin en tout cas qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, alors qu'ils sont interdits. En tout cas, il y a un cadre qui encadre aujourd'hui le test génétique. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Alors oui, absolument. Merci France, Delphine de poser cette question. C'est vrai qu'en France, on a une règle, mais qui est aussi européenne. Il faut savoir que depuis 2018, avec le Règlement général de la protection des données, la définition des tests génétiques et l'encadrement est mis en place sur les 27 pays de l'Union européenne. En fait, le principe, c'est l'interdiction. On ne peut pas, en fait, faire de tests, d'avoir des données génétiques d'individus pour une raison très simple, c'est que ce sont des données sensibles et donc ça doit être encadré. Et donc derrière, si vous voulez, le principe d'interdiction, il y a ensuite des dérogations qui consistent à dire, dès lors que c'est pour une finalité médicale, dès lors que c'est pour une finalité de recherche ou encore à des fins judiciaires, cela est possible.
Il faut passer par un laboratoire agréé. Voilà, c'est encadré et ça, donc dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, on est dans le domaine médical, c'est encadré et effectivement, chercher des données, avoir le plus d'informations possible, c'est en fait demain pouvoir dépister ou pouvoir diagnostiquer. Mais au-delà de ça, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, il y a dans d'autres pays un marché qui s'est mis autour des gènes, mais on pourrait dire que aussi la question que vous pourriez poser après, c'est la manipulation du vivant. Parce que finalement, les diagnostics, les dépistages, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Et on a les possibilités aujourd'hui avec RIPS de pouvoir aussi modifier le vivant, d'éviter certains types de maladies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notamment aux États-Unis, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la commercialisation de tests pour connaître ses origines. Et ça, en fait, c'est possible aux États-Unis, il y a des sociétés qui le font, mais c'est interdit en France. Et qu'est-ce qu'on risque si on en achète un à l'étranger ? Alors, en fait, beaucoup de Français font ce type de test. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de sanction. Mais le risque, il est de 3 500 € d'amende si jamais vous vous faites attraper. Alors, quand vous le recevez par les douanes, ou parce que c'est envoyé par des colis. Et également, s'il y avait une société qui faisait ce type de test en France, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et également, on veut un encadrement. On ne peut pas se lancer sans faire d'études d'impact. Il faut sécuriser ces données, parce que derrière aussi tout ça, le fait d'avoir beaucoup de données, c'est aussi les moyens de sécurité que l'on met en place. Et normalement, c'est sur des serveurs qui ont été agréés et que l'on peut collecter toutes ces données. Voilà un petit peu l'étendue. Donc on est dans un principe où le récréatif n'est pas possible, mais la recherche, l'innovation autour de la santé, etc., est encadré et effectivement doit être encouragé. Récréatif, alors les gens qui demandent ces tests, je ne suis pas sûre qu'ils soient dans l'optique récréative, mais disons ça peut poser aussi des problèmes. Donc ça pose de vrais problèmes. Hein, J'aimerais bien entendre Jean-François Deleuze, justement, quel est votre regard scientifique sur ces tests génétiques qui sont pratiqués par des sociétés privées à l'étranger, qui les monnaient pour une centaine d'euros, pour des gens qui cherchent justement des réponses sur leurs origines, ou peut-être pour prévenir des risques médicaux. Quel est le niveau de fiabilité de ces tests grand public, on va dire? Alors globalement, il n'est pas très bon, mais vous avez raison de dire que c'est pas que récréatif, parce qu'effectivement, il y a quand même, alors sans vouloir faire de pub, la société 23 et moi, donc qui tire son nom du nombre de chromosomes qui nous constituent, 23. Elle fournit à la fois des informations sur récréatives entre guillemets sur notre généalogie. Sommes-nous cousins avec des Américains lointains, mais également elle a eu l'autorisation renouée récemment de faire aussi de la prédiction de maladies, de quelques maladies. Et avec probablement des statistiques qui sont très mauvaises derrière. Donc il y a un grand danger, sur effectivement la validité de ces tests au niveau clinique, et deux, comme ça a été dit précédemment, les gens qui font ces tests qui coûtent pas très très cher, ce qui les rend appétants, se rendent pas compte en fait qu'ils signent souvent tout en bas de la page, ils laissent leurs données aller dans des serveurs là qui pour le coup dont on ne connaît absolument pas le degré de sécurisation et qui peuvent servir à d'autres choses. Il y a eu des accords entre 23andMe et Glaxo pour plusieurs centaines de millions de dollars pour donner accès à énormément de données génétiques à Glaxo pour faire de la recherche, en particulier sur la maladie de Parkinson, à partir de données génétiques de patients qui n'avaient pas consenti probablement pour ça. Donc il y a le premier problème, c'est effectivement, si vous avez raison, la validité des tests qui n'est pas bonne. D'accord, il y a une survente effectivement de la puissance de ces tests à prédire quelque chose. Et deux, il y a l'introduction dans le monde et dans des serveurs de données génétiques. Et ce que les gens oublient, c'est que quand ils donnent une donnée génétique, c'est assez égoïste comme façon de faire, parce qu'en fait, ils informent aussi toute leur généalogie, toute leur parentèle. On partage la moitié de notre génome avec nos enfants et nos parents, 25% avec nos cousins. Donc, quand vous faites un test et que vos données sont là, vous avez effectivement mis l'ADN de votre famille dans les bases de données. La question de la fiabilité des tests, est-ce que c'est la question de la puissance de calcul disponible pour réaliser ces tests ? Alors, je ne pense pas que ce soit On en est où? Alors, on va peut-être revenir sur la recherche génomique plus sérieusement. On en est où au niveau des capacités technologiques qui sont offertes pour la recherche? Alors, je pense que dans un premier temps, c'est poser la question de toute cette donnée générée par le séquençage et qui est amenée à monter en puissance avec les grands plans nationaux, notamment de professeur Deleuze,
En France, la première question qui s'est posée, c'est notre capacité à stocker et à gérer cette donnée. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait plus peur à personne d'avoir à traiter des téraoctets ou des pétaoctets ou même plus de données. Mais la question qui se pose, c'est notre capacité à garder le rythme pour ce qui est de l'analyse de toute cette donnée. Les pipelines analytiques. Donc l'analyse, c'est du logiciel. C'est du logiciel, c'est de l'algorithmique, soit classique avec des méthodes statistiques, probabilistiques classiques, soit plus innovantes avec de l'apprentissage profond, deep learning, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc ces pipelines analytiques sont de plus en plus complexes, de plus en plus longs. Et est-ce que ce n'est pas là le prochain goulot d'étranglement dans notre capacité à ingérer cette donnée? Et non pas seulement en génomique, parce que la génomique, c'est une omique parmi d'autres. Il y a la transcriptomique, la protéomique, la radiomique, avec tout ce qui est imagerie médicale. Comment croiser toutes ces données pour découvrir des liens entre le génotype et le phénotype, de liens de cause à effet. Du coup, quand on vous entend, on comprend mieux pourquoi les géants du numérique et du web aussi sont très impliqués, très investis dans ce champ de recherche. Bien sûr. Donc c'est énormément de données, ce sont des enjeux énormes. C'est, je pense, l'avenir de la santé en dépend. Notre capacité à capitaliser sur toute cette donnée. Oui, Gérard Haas. Les géants du net, ils sont d'abord... Il y a deux choses peut-être à dire pour comprendre aussi les dessous des cartes. D'abord, ils sont tous malades. Ils ont tous des maladies qui sont très rares et ils cherchent des solutions. Et ensuite, ils travaillent sur la possibilité, parce que pour eux, le monde est foutu. Vous parlez de Google. Voilà, notamment avec Calypso. Mais enfin, il y a pas mal de projets où donc le monde est un peu foutu. Finalement, il sera vers sa fin et on devra aller vers d'autres galaxies, sur d'autres planètes. Et pour pouvoir voyager, il faut améliorer l'homme. Et donc, l'objectif pour eux, c'est de connaître le mieux toutes ces possibilités pour pouvoir vivre longtemps, vivre dans l'espace, se reproduire et pouvoir anticiper parce que les voyages seront longs. Donc, ils sont dans une démarche aussi. Et puis, en même temps, on se rend compte aussi que qui détient les informations sur les populations pourra avoir, demain, on pourra prendre des décisions politiques. Enfin, il y a tout un enjeu aussi qui est terrible là-dessus. Donc, on voit que c'est pour ça... Et en même temps, on voit aussi qu'on ne peut pas faire sans. Il nous faut de la puissance de calcul, il nous faut de la puissance d'intelligence artificielle. Il nous faut des données, pour le on traitement. Le voit, absolument. Ouais. On voit par exemple que la question de trouver un vaccin, quand à un moment donné on est dans une situation de crise sanitaire, ça devient un enjeu vital et on a aussi des tendances à nous dire que ces crises micro qui sont avec des virus peuvent être reproductibles souvent. Donc il y a tout un enjeu derrière ça et toute une économie. Et pour parler simplement des tests généalogiques, ça représente quand même un marché de 25 milliards de dollars. Donc on voit que c'est quand même des sommes qui sont incroyables. Et puis il y a la santé des individus qui est un appel. Le citoyen veut avoir son droit à la santé, son droit à être soigné, à être guéri, peut-être demain. Et donc ça, c'est des vrais enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, Christine Placet, justement, parce que vous êtes aussi administratrice de France Biotech, est-ce qu'aujourd'hui les biotech françaises ont les moyens de leurs ambitions ? Est-ce qu'on a, ça, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'on a suffisamment d'accès aux technologies ? Est-ce qu'on a un cadre aussi légal qui permet aujourd'hui de travailler sereinement et efficacement dans ce champ de recherche ? Oui, alors sur le cadre légal, c'est pas là que je verrai les limitations. Les limitations sont celles d'une part de la science et d'autre part du financement de nos projets. Donc en agissant sur ces deux axes-là, on pourra faire beaucoup de choses. Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, il faut protéger les datas de l'individu, mais en même temps, nous, si on veut avancer, on a besoin de comprendre les mécanismes d'une pathologie, donc on a besoin de connaître les patients déjà, donc il faut que les patients soient génotypés pour qu'on sache pourquoi ils sont malades, quel est le gène causatif pour eux. Donc on a besoin de creuser sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vous posais la question du cadre, parce que finalement vous avez besoin de la data, vous avez besoin aussi de pouvoir tester vos principes de recherche, c'est-à-dire travailler sur la modification génétique. Est-ce que ça aujourd'hui, tout est possible ? Alors, tout n'est pas possible, mais ce que nous avons de l'espace là où nous travaillons.
Effectivement, aujourd'hui, le principe des traitements qu'on développe, c'est d'apporter une copie saine d'un gène qui est défectueux chez un patient. Donc effectivement, quelque part, on intervient à un moment donné. Donc, mais le développement du médicament est quelque chose qui est extrêmement encadré, et pas seulement en France, partout. On navigue dans un milieu très contraint. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des comités d'éthique à toutes les étapes. Dès le banc de recherche jusqu'au patient, jusqu'à l'enregistrement du médicament, nous ne faisons que naviguer dans des réglementations très contraintes. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Delphine, on pourrait peut-être poser la question au professeur Deleuze, c'est que est-ce que dans tous les tests génétiques, l'homme sera toujours celui qui prendra la décision? Est-ce que finalement, plus on va avoir de data, plus ce seront des machines qui vont à donner des réponses? Et là, est-ce qu'il n'y a pas un danger? J'aimerais bien connaître la profession. C'est-à-dire la question de la médecine prédictive qui sera oui, ou de confier, orchestrée en fait, plutôt par les IA que par les médecins? Que l'interprétation du test génétique, de plus en plus confié à des machines. C'est après l'humain qui intervient à la fin pour donner le diagnostic. Alors, je ne sais pas si on en est là. Jean-François Deleuze, que répondez-vous à la question de Maître Haas? Alors, vous avez donné une partie de la réponse, en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, la quantité de données est telle qu'on utilise beaucoup de logiciels informatiques et bioinformatiques et d'intelligence artificielle qui décryptent le génome jusqu'à un stade où un biologiste, en fait, on réduit la quantité d'informations par des facteurs 1000, 10 000, 100 000, et à la fin, effectivement, le biologiste médical regarde un tout petit nombre, effectivement, d'altérations qu'on a découvertes dans le génome de quelqu'un pour conclure et signer un diagnostic. Donc aujourd'hui, c'est sous couvert, effectivement, de la signature d'un expert. Alors ça pose le problème du nombre d'experts en France, par exemple, et dans le monde par rapport au nombre de gens qui auront besoin de tests. Donc là, il va y avoir évidemment des goulets d'étranglement. Mais déjà, en fait, la toute première partie de l'analyse d'un génome est totalement informatisée. Mais c'est très standardisé et c'est fait dans le monde entier quasiment de la même façon. Donc oui, effectivement, c'est pas une mauvaise question de penser qu'à un moment donné, de plus en plus, il va y avoir intervention de la génomique, de l'informatique, à la fois parce que effectivement, le génome, on en a tous un différent, donc ça va toucher la population mondiale entière. Le génome arrive bientôt à $100, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus atteignable au niveau financier. Mais aujourd'hui, les garde-fous dont a parlé Mme Placé aussi tout à l'heure, c'est vraiment que ça soit des experts à la fin qui signent. Jusqu'à quand pourra-t-on résister si on n'a pas assez de personnes et qu'on ne peut pas donner un accès égal à tout le monde? Ça, c'est une autre question. Une altération sur un gène ne signifie pas forcément une pathologie. Vous avez des altérations qui sont non pathogènes. Et d'où de possibles erreurs de diagnostic. Je connais une personne qui a vécu de 20 ans à 50 ans pensant qu'elle avait une maladie qu'on lui avait diagnostiquée. Et un peu après 50 ans, en refaisant des tests, et la science ayant progressé dans l'entrefait, cette personne a appris que c'était un autre gène qui était causatif de ces problèmes. Donc là, la machine aurait pu avoir une responsabilité. Nadim, d'ailleurs, justement, vous fournissez aussi des briques logicielles chez NVIDIA. Vous en avez une qui s'appelle Clara. En effet, oui. Quel est son niveau d'intervention ? Alors, c'est ce qu'on appelle dans le stack logiciel, c'est une couche basse. C'est-à-dire que c'est avant tout une boîte à outils qui va permettre aux chercheurs de ne pas réinventer la roue sur des process de calcul simples, mais de construire de l'applicatif en profitant des nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, d'accélérer les processus actuels. C'est-à-dire quand on parlait des pipelines analytiques, comment réduire ce qui se fait aujourd'hui et qui prendrait une semaine, comment le réduire à quelques heures, qui prendrait quelques heures, comment le réduire à quelques minutes. Donc, les processeurs de calcul d'NVIDIA ont des millions de cœurs qui tournent en parallèle. Donc, cette parallélisation des tâches rend le résultat beaucoup plus rapidement. Gérard, je vois que vous vouliez prendre la parole. Moi, parce que je rappelle quand même que les juristes notes, vous organisez des procès fictifs. Absolument. Ça permet de poser les bonnes questions, justement, sur des sujets. Quelle serait votre plaidoirie pour les tests génétiques ? D'abord, dès lors que c'est encadré, dès lors que derrière, il y a des médecins, dès lors que derrière, il y a des magistrats pour la justice ou des chercheurs pour l'université, il faut à tout prix que l'on puisse innover dans la recherche, avoir le plus de données. Il y a des moyens aujourd'hui, il faut le faire.
Mais donner accès aussi au grand public. Alors la question après, et c'est là où on arrive, parce qu'on a eu des réponses qui étaient... qu'on se pose sur qui on est, voilà. sur nos maladies, sur comment on va Mais c'est aussi vieillir. derrière ça la question du vivant, des modifications du vivant. C'est aussi une question qui est très importante de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et donc c'est là le rôle de l'éthique. N'oublions pas qu'on peut faire aujourd'hui des tests génétiques. On peut mettre en place, parce qu'il y a un encadrement depuis 1994 avec les lois bioéthiques. Et finalement, nous, Européens, on est très attachés à ça. Donc ça, c'est un point important. Et ça peut nous permettre aussi de mettre en place une souveraineté numérique dans le domaine de la santé. Et donc, si on veut être... Comme ce qu'on a fait avec le règlement sur la protection des données, on peut se dire, c'est une donnée personnelle, la donnée génétique, et donc on peut instaurer peut-être un cadre mondial. Oui, absolument. Et d'autant plus qu'on a même un problème de définition au niveau européen de qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé, une donnée de bien-être. Enfin, vous savez, il y a pas mal encore des choses à faire. Mais effectivement, il faut qu'on puisse développer, donc il faut des moyens, il faut des outils, et puis il faut de l'éthique. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut que derrière ça, on ait des valeurs morales, parce que, si vous voulez, les recherches, c'est pour donner la possibilité aux gens de guérir, mais c'est pas peut-être de les transformer. Et c'est ça, derrière ça, le problème, c'est que finalement, si on laisse faire, il y a des magiciens, il y a qui voudront modifier, et il y a la question après de modifier l'humain. Et on voit que même en Chine, un médecin a voulu ou un chercheur a voulu modifier des données, notamment sur 2 jumelles. Aujourd'hui, il est en prison. Et donc, c'est ça aussi derrière ces questions. Donc, guérir, oui. Soigner, oui. Modifier, là, il y a un débat. Et jusqu'où on veut aller. Alors, Plaidoirie terminée, maître. Je voulais donner le mot de la fin à Jean-François Deleuze. Justement, cet équilibre entre la recherche, l'accès à tous. Quelles sont vos ambitions ? Vous êtes au Génopole français, vous êtes un grand généticien en France. Quelles sont vos ambitions en la matière ? Alors, nous, notre mission vraiment, c'est d'étiqueter, c'est d'essayer justement d'être un peu en amont de ce que fait Madame Placé en thérapie génique et d'autres. Je pense effectivement, d'abord, on est un maillon. Moi, je ne pourrais pas travailler sans des collègues comme les gens d'NVIDIA et sans l'éthique qui a été déclarée. Donc, en fait, c'est vraiment un réseau. Donc, on travaille ensemble. Donc, ça, c'est important. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'éclairer et d'étiqueter de plus en plus les maladies. C'est d'améliorer les diagnostics. Aujourd'hui, comme il a été dit précédemment, on mélange un peu les genres. Des gens pensent avoir la même maladie et en fait, ont des maladies avec des causes assez différentes et donc ne sont pas de façon traitée optimale. Donc nous, notre métier de génomiciens médicaux, c'est vraiment d'étiqueter toutes les maladies, qu'elles soient rares, que ce soit le cancer, que ce soit les maladies communes, d'informer le plus sur les mécanismes pour améliorer les thérapies, les diagnostics. Donc moi, si j'avais un rêve, ça serait effectivement d'avoir pu participer au décryptage des 8000 maladies rares, d'avoir apporté une pierre à l'édifice sur les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les maladies inflammatoires, encore une fois, pour un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Donc c'est vraiment ce côté extrêmement vertueux, un peu naïf de temps en temps, parce qu'on sait qu'en générant ces données, on ouvre, comme ça a été dit, on ouvre une boîte de Pandore sur l'utilisation de ces données à d'autres fins que la fin médicale. Mais nous, en ce qui nous concerne, moi dans mon laboratoire du CEA au Génopole à Évry, c'est vraiment ça, c'est cette mission d'améliorer le diagnostic et le traitement. Merci beaucoup, professeur Deleuze. Merci Nadim Daher, spécialiste santé Europe chez NVIDIA. Merci Christine Placet de Orama et Gérard Haas, cour d'appel de Paris, fondateur de Jurisnose. Juste après la pause, on va revenir à des préoccupations plus ludiques. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Est entré en scène Guillaume Monteux, président de GetsMe, société spécialisée dans l'in-game advertising. Et c'est aussi notre chroniqueur hebdomadaire de l'industrie du gaming dans Smart Tech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, vous avez poursuivi votre analyse de la publicité dans les jeux, qui est donc votre cœur de métier. Et on va commencer par qualifier l'audience. Donc qui joue ? Écoutez, je vais essayer de tordre le stéréotype qui dirait que le joueur est un adolescent reclus dans sa chambre. En fait, pas du tout. 96% des jeunes personnes, donc de 10 à 18 ans, jouent, mais aussi 69% des adultes jouent aux jeux vidéo. Et si on va un peu plus dans le détail, 1/5 d'entre eux a plus de 50 ans et plus de la moitié a plus de 33 ans. Donc, et ils jouent sur quels terminaux alors, tous ces grands enfants ? Ils jouent d'abord sur mobile à 60%,
ensuite sur PC à 50%, et ils jouent aussi, pour être très précis, sur des consoles à 46% d'entre eux. Ils possèdent environ 2,2 en moyenne terminaux chacun. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue pas au même jeu sur chacun des terminaux, et les joueurs veulent jouer. Alors je me mets dedans. À quoi jouons-nous principalement ? Alors, on joue d'abord aux jeux du casual gaming. Typiquement en France, si on regarde ce que les joueurs aiment, ce sont les jeux de casual, c'est-à-dire des petits jeux auxquels on va jouer sur son mobile pendant des sessions de 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour. Viennent ensuite les jeux d'aventure et de plateforme. Et vous voyez, sur le slide, on le voit très bien, la catégorie jeux de tir et jeux de sport vient en dernier. Donc là aussi, on vient casser un stéréotype qu'on peut avoir en tête. Et typiquement, quelles sont les habitudes des joueurs, et notamment des joueurs français ? En fait, ils vont comme vous et moi, autant que nous et moi, que vous et moi, pardon, au cinéma, à l'opéra, dans les stades de sport. Alors pourquoi est-ce que c'est une population qui intéresse les marques en particulier ? Écoutez, ils intéressent les marques parce que si on parle d'abord de temps de cerveau, donc on voit que typiquement, on regarde schématiquement 3 fois plus la télé par semaine que on est devant son jeu vidéo. Mais ce sont des tendances qui s'inversent. Et le joueur de jeux vidéo, en fait, il va pas regarder la télévision linéaire, il va pas lire la presse, il va pas écouter la radio. C'est une population qui se protège. Et quand il est sur le net, notamment, il utilise des VPN et des adblockers. Ça, pour les publicitaires, c'est pas très bon. Donc, la manière de les toucher pour les annonceurs, c'est de les toucher dans les jeux. Alors la semaine dernière, on a parlé, on a évoqué le niveau d'acceptation de ces jeux. Est-ce qu'on peut rentrer plus précisément ? Oui, alors la publicité est acceptée différemment et principalement suivant le format. Typiquement, les bannières sont très peu acceptées. Les interstitiels qui viennent interrompre le gameplay sont là aussi pas trop acceptés, mais il y a des formats, on en a aussi parlé la semaine dernière, comme les rewarded vidéos, oui. Là où on vous donne quelque chose en échange du fait que vous regardiez une vidéo pendant 30 secondes, qui fonctionne très bien, d'autant que les jeux sont de plus en plus généreux. Et puis il y a un format sur lequel la société que je dirige, Gatsby, s'est spécialisée, qui vise à insérer au sein même des scènes du jeu des marques. Donc pendant que le joueur joue, il est en contact avec des marques. Donc quand vous enquiquinez pas le joueur ou quand vous lui donnez une récompense pour visualiser une pub, en fait, ça marche très bien. Quel prix sont prêts à payer les marques ? Alors là, ça dépend des géographies et d'un certain nombre de métriques, et notamment du ciblage que vous allez payer en tant que publisher. Mais ça dépend aussi, pour simplifier le débat, du format. Typiquement, un annonceur va payer moins cher pour afficher une bannière que pour afficher une vidéo de 30 secondes. Ça dépend aussi, c'est un peu compliqué, mais du type de campagne que vous allez avoir. Si ce que vous voulez faire, si typiquement vous voulez faire une campagne de type branding, c'est-à-dire de placement produit, ça va être un peu moins cher qu'une campagne dite à la performance, c'est-à-dire dans laquelle vous allez demander aux joueurs d'avoir une action sur votre publicité, typiquement un clic. Donc, pour répondre schématiquement à votre question, si vous voulez acheter une campagne de bannière cliquable, vous allez, en tant qu'annonceur, la payer entre 2 et 8 euros pour 1000 clics. Si vous voulez acheter une campagne vidéo de 30 secondes, vous allez l'acheter entre 5 et 20 euros pour 1000 vidéos vues. Quels annonceurs dans les jeux sur mobile ? Alors ça, c'est assez surprenant, quoique les plus gros annonceurs dans le jeu sont les jeux eux-mêmes. Puisque quoi de plus naturel de recruter un joueur que d'aller le chercher dans un autre jeu. Typiquement, vous êtes un gros joueur sur Clash of Clans, très engagé, donc vous allez potentiellement dépenser beaucoup d'argent sur Clash of Clans. Tous les autres jeux, typiquement Homescape, vont aller venir vous chercher sur Clash of Clans pour vous attirer chez eux et que vous passiez du temps chez eux et que vous dépensiez des sous chez eux. Typiquement, Delphine, est-ce que vous savez combien de spots publicitaires d'un jeu est réalisé par les maisons d'édition? Je sais pas, une quarantaine. Écoutez, c'est plus de 600 spots publicitaires qui sont faits par les éditeurs. Il y en aura un différent pour l'allemand, pour le chinois, pour l'américain, pour le français. Si vous êtes un homme ou une femme, typiquement, si nous on joue au même jeu, on a toutes les chances de ne pas avoir la même publicité. C'est assez impressionnant. Et du coup, les studios dépensent beaucoup d'argent dans les jeux ? Énormément. Et ils ont une approche orientée rentabilité. Typiquement, s'ils mesurent qu'un joueur dépense 2 euros sur un jeu,
ils vont peut-être s'octroyer 1 euro de dépenses publicitaires pour recruter des nouveaux joueurs. 1 euro, on l'a dit, ça correspond à environ 100 spots publicitaires diffusés. Donc, tout l'objectif de l'éditeur, c'est de réussir à séduire, au travers de spots publicitaires pertinents, un joueur sur 100 qui aura vu effectivement sa publicité. Et en France, le champion de ça, c'est Vodou. Merci Guillaume Monteux, président de Gasmi. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de cette édition. À suivre le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.